Donc on va démarrer cette table ronde. Déjà on va présenter les panélistes, on va dire. Cécile, qui est donc chez Accor, vice-président régional Meeting and Event Congress Europe et North Africa. Cécile, qui donc, est patronne des événements dans un grand laboratoire pharmaceutique. Et puis Arnaud, voilà, vous connaissez tous, hein, voilà, qui est donc le CEO de Cactus, j'ai du mal. Voilà, et moi-même qui suis, je gère l'activité Meeting and Event chez AMEC GBT. Alors, on va démarrer la session. Donc, on l'a vu ce matin, on est sur un marché au niveau du maïs qui est dynamique. Je ne vais pas dire tendu, ça je trouve que c'est assez négatif, on va dire dynamique, avec un accroissement significatif du nombre d'événements internes et externes dans les entreprises post-pandémie. On l'a vu ce matin, ça s'explique par différents facteurs, hein, la nécessité de multiplier les événements internes pour permettre en fait aux collaborateurs de se rencontrer, pour diffuser de la culture d'entreprise, pour attirer des talents, hein, on l'a vu, on est sur un marché aussi tendu au niveau du recrutement. Et au niveau des événements externes, on en a peu parlé ce matin, mais on voit aussi une multiplication des événements externes. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait que le marché, notamment des conférences et exhibitions, donc des salons, est en pleine explosion. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on retrouve au niveau de ses clients le même phénomène qu'en interne, à savoir que pour rencontrer en fait un client aujourd'hui, on a la possibilité effectivement d'aller le rencontrer dans ses bureaux, de le recevoir dans ses bureaux, mais c'est plus compliqué avec effectivement cette notion de télétravail, donc qui s'applique aussi donc aux clients et aux fournisseurs. Et puis aussi, on voit les notions de développement durable, etc., qui sont importantes. Donc du coup, en fait, les entreprises multiplient la rencontre de leurs clients sur des événements type conférences, comme on le fait aujourd'hui, et salons. Donc ça, c'est aussi un marché qui est en pleine évolution. Donc ça, c'était un petit peu pour resituer le contexte de la table ronde. Et je vais commencer par toi, Cécile, justement, dans ton entreprise. Voilà, est-ce qu'on est vraiment dans cette même logique ? Qu'est-ce que tu observes, en fait ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Donc effectivement, dans mon entreprise, on est exactement dans cette tendance-là. Depuis la reprise de l'activité après la pandémie, effectivement, il y a eu un gros effort de fait pour faire venir les gens, les collaborateurs déjà au niveau de l'interne dans l'entreprise, et donc ça s'est traduit vraiment par une multiplication des événements et beaucoup de célébrations, parce qu'on appelle en interne beaucoup de célébrations, donc beaucoup de prétextes pour réunir les collaborateurs, souvent sur des formats assez petits, au niveau de la filiale, au niveau de plusieurs départements, etc. On a également, au sein de l'entreprise, on a également créé un collectif en fait, dans cette période-là pour redynamiser tous les collaborateurs. On a créé un collectif, un groupe de collaborateurs dont la mission ponctuelle, ça dure à peu près 1 an, a été justement d'animer la communauté des collaborateurs pour booster l'engagement. Et donc ça, on avait en charge, je faisais partie de ce collectif. Et donc en fait, on a eu en charge le fait d'organiser des événements, pour faire venir les collaborateurs et donner de l'envie de se réunir à nouveau, de se revoir et de retravailler ensemble. Ça, c'est pour le volet interne. Et pour le volet externe, je dirais, l'industrie pharmaceutique dans laquelle j'évolue, en fait, c'est un peu particulier parce qu'il y a une tradition déjà d'événements externes continue, puisque c'est un des seuls vecteurs pour rencontrer nos clients. Puisque vous savez peut-être, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'autre type de communication. Donc c'est resté un vecteur fort pour rencontrer les clients. Cependant, il y a eu une tendance également post-Covid à augmenter ces événements. Et aussi, tu le mentionnais ce matin lors de la première session, mais à reprendre des événements présentiels. Il y avait eu une phase où on a fait pas mal d'événements hybrides ou digital quand le contexte nous obligeait à le faire. Et c'est vrai que depuis, on a beaucoup fait d'événements présentiels.
parce que c'est un moyen de faire se rencontrer des gens, de networker, etc. Donc une reprise du présentiel versus du virtuel. Alors chez Accor, peut-être que Cécile, toi tu as des statistiques, je ne sais pas, des chiffres à nous donner sur effectivement cette envolée. On peut parler d'envolée, hein, parce que en tout cas sur la France, je le disais ce matin, hein, on est sur des niveaux à 120, 130% de l'année 2019. Donc je ne sais pas si toi, en fait, comment vous observez ça chez Accor Alors effectivement, chez Accor, que ce soit dans les hôtels, dans les lieux qui accueillent des événements, on est aujourd'hui à moins 15% versus 2019. Je dis bien 2019 et en fait on est assuré aujourd'hui de dépasser 2019 d'ici la fin de l'année, sauf s'il se passe quelque chose, mais aujourd'hui c'est quand même en très bonne voie. L'année dernière avait été quand même assez exceptionnelle, mais était quand même à moins 30% versus 2019. Alors que là on sait déjà à fin juin qu'on est à moins 15, donc honnêtement quand on voit les forecasts, ce qui est prévu à venir, c'est plutôt positif. Par contre, on va en parler après, mais c'est une consommation qui est très différente. Donc, tu as bien fait de le signaler sur tous les très gros événements, que ce soit Paris ou les très grandes villes de France sont de nouveau en compétition 2025-2026. Donc c'est plutôt très positif, avec que du présentiel. Donc ça aussi, c'est important de le signaler. Et ensuite, voilà, on a des demandes plutôt de dernière minute aussi, il y a à 6 mois quand même, mais on est sur une grosse demande de dernière minute à 10 jours, 15 jours pour 100, 150 personnes. Donc c'est une autre consommation. Alors oui, justement Arnaud, peut-être tu peux aussi, toi tu le vois aussi clairement via ta plateforme. Non, déjà côté achat, ce qu'on observe c'est que la catégorie elle n'a jamais été aussi sexy qu'elle est en ce moment. Pendant très longtemps, le MICE c'était presque une catégorie un peu oubliée, ou en tout cas pas aussi valorisée qu'elle est aujourd'hui. Et le fait qu'elle soit aussi devenue stratégique pour les entreprises, on se rend compte qu'on est beaucoup plus écouté et qu'au sein des directions achats, le sujet est beaucoup plus mis en avant que ça l'était. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très encourageant parce que ça va, on va en parler ensuite, ça va engager plein de choses dans la compréhension de cette catégorie. Et auprès des réservataires, les deux tendances qu'on avait identifiées, que sont d'un côté le séminaire ouvert résidentiel, ça a été quelque chose qui a continué à devenir très fort, et les petites réunions de manière très récurrente, là aussi, en fait, toutes les tendances qu'on avait imaginées il y a un an en sortie de crise, en disant en fait qu'est-ce qui va se passer, il va falloir créer du lien, en fait ça s'est passé exactement, enfin, il s'avère que l'anticipation de dire bah, ça va devenir, c'est vrai que nous à l'époque on prêchait un peu pour notre paroisse, de dire bah, en fait on espère que le MICE va repartir. Il s'avère que ce qu'on avait projeté en termes de typologie d'événements et de type de besoin, de par cette situation, il s'est passé littéralement ce qu'on avait anticipé. Alors justement, on va vous poser la question. Alors, il y a pas mal de fournisseurs dans la salle, mais je pense que vous pouvez aussi répondre au titre de votre entreprise. Hein, c'est ce que tu me disais en préparant cette table ronde. Chez Accor, vous avez vu aussi la multiplication du nombre d'événements. Donc voilà, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, vous, à titre de votre entreprise, effectivement, est-ce que vous observez de manière nette ou pas? Ouais. Donc on voit quand même effectivement oui beaucoup, hein, donc une nette augmentation chez tout le monde du nombre d'événements. Donc ça c'est intéressant. Alors justement pour enchaîner sur un sujet que vous avez commencé à toucher du doigt, on va dire, en parallèle de ce changement et de la montée en puissance de l'activité, la question qu'on s'est posée, et tu t'en parlais, et j'en ai parlé aussi ce matin, c'est n'y a-t-il pas en fait pour vous, acheteurs, une opportunité pour investir le sujet. C'est un sujet effectivement qui devient de plus en plus stratégique à partir du moment où effectivement, alors encore une fois, hein, l'événementiel, c'est pas nouveau que ça engage des collaborateurs, c'est pas nouveau que ça permet aux personnes de se rencontrer, etc. Ça a toujours existé. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le mode de travail a changé.
qu'on fait rentrer aussi dans les entreprises des nouvelles générations. C'était intéressant d'ailleurs pour ceux qui ont assisté au pitch des startups, ce qui était dit sur ces nouvelles générations qui ont... j'ai bien aimé la phrase qui disait les entreprises vont devoir s'adapter à eux et pas l'inverse. Et effectivement, je pense que vous avez tous été amenés à recruter dernièrement. Un des sujets, les jeunes générations, quand elles arrivent dans l'entreprise, elles posent ce type de questions. Est-ce que vous organisez des événements? Comment ça se passe, etc. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est qu'effectivement, le rôle de l'acheteur, qui est effectivement, encore une fois, d'acheter au meilleur prix et de sélectionner les meilleurs fournisseurs, aujourd'hui, finalement, son rôle s'étend, puisqu'en fait, on a la direction des ressources humaines qui a des enjeux très très importants de recrutement, de fidélisation, d'engagement des collaborateurs. On a bien évidemment des enjeux financiers, comment j'achète effectivement au meilleur prix, ou en tout cas avec le meilleur impact. Moi j'ai tendance aussi à dire des fois, est-ce que effectivement il y a la notion de saving, mais il y a aussi la notion d'investissement dans un événement, en fait, quel est mon retour sur un événement, quel est l'impact que ça va avoir sur les gens qui participeront à l'événement. Donc en fait, il y a un enjeu aussi à ce niveau-là. Et finalement, l'acheteur, en fait, il est un petit peu au milieu de tout ça. Et donc, il a certainement un rôle plus important qu'il n'avait encore à s'emparer du sujet. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais échanger avec vous. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en général, les grands événements sont assez pilotés par les achats, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont une visibilité. C'est toi, je crois, Arnaud, qui disait ça ce matin, c'est que les gros événements en général, on maîtrise les choses. Par contre, sur tous ces nouveaux événements qui sont dans plein de business units, etc., la visibilité est moins forte et moins grande. Donc je commence par toi, Cécile. Pareil, est-ce que tu peux nous dire dans ton entreprise comment tout ça se passe? Et pour toi, justement, le rôle de l'acheteur, en fait, qui pourrait se renforcer, et est-ce qu'il s'est renforcé dans ton entreprise? Voilà. Donc, en effet, comme tu l'as introduit, au niveau des grands événements, des événements principaux, on a fait un travail plutôt en amont avec l'acheteur, où on a pu travailler ensemble pour avoir des agences référentes qui nous accompagnent sur l'organisation d'événements. Donc ça, c'est assez cadré, effectivement. Et après, au fil de l'eau des événements, ça va être plutôt du suivi et du suivi de nos partenaires agences aussi, avec des business reviews, etc. Mais il n'y a pas de problématique propre vraiment aux événements, si ce n'est de bien anticiper les demandes et le lancement de l'organisation. Et après, c'est effectivement sur tous les autres événements plus petits, qui s'ajoutent un petit peu dans ce qu'on disait depuis, qui sont un peu plus imprévus, où là, effectivement, je pense qu'il y a, dans mon entreprise en tout cas, il y a une grosse part qui échappe un peu aux mains de l'acheteur, parce que ça peut être décidé en dernière minute, parce que finalement c'est décidé au niveau d'un département, et ça va peut-être passer par note de frais, etc. Et donc ça passe par d'autres canaux financiers, même de réservation, qui échappent un petit peu aux acheteurs. Et pour lesquels la visibilité peut être moins évidente. Voilà, donc c'est ça à mon niveau. Et donc pour la place de l'acheteur et l'opportunité pour l'acheteur, c'est effectivement de travailler beaucoup en collaboration avec les autres services, la finance certainement davantage, pour vraiment comprendre les besoins et voir mieux faire le tour de la dépense et voir comment on peut accompagner davantage. Alors, j'ai une question, je ne sais pas si toi c'est le cas, mais j'ai entendu récemment un responsable événement sur une autre conférence qui disait la chose suivante, c'est que justement le rôle de l'achat aussi, vu ces transformations, notamment les transformations des modes de travail, il disait que, en tout cas dans leur entreprise, ils avaient fait énormément d'économies sur les locaux, donc sur c'est colossal, on sait que les prix des locaux sont colossaux, et que du coup il y avait des réflexions justement de une sorte de réinvestissement, on va dire, dans l'événementiel. En tout cas, ils avaient des discussions là-dessus dans son entreprise. Est-ce que c'est des choses
qui ont été envisagés chez vous, qui sont... Alors, pour moi, dans l'entreprise, pas forcément avec ces mots-là ou pas de manière très exprimée. Sachant qu'au niveau des... en tout cas sur les événements externes, c'est sur des budgets qui sont négociés chaque année, etc. Donc c'est assez cadré. Par contre, pour moi, de l'expérience de ce qu'on voit, je pense qu'effectivement la part d'augmentation des événements qui sont plus internes, etc., ça bénéficie indirectement de ce transfert de financement. Ouais. Puisqu'il y a quelques temps, je pense qu'on n'avait pas tout ce budget pour faire des événements. Et là, aujourd'hui, ça libère du budget pour faire ce type d'événement, certainement. Alors, chez Accor, alors peut-être côté et Accor, parce que vous êtes une grosse entreprise également, donc ta vision à la fois en tant qu'Accor entreprise et en tant que fournisseur, tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors ce qu'on disait, la consommation est différente. On voit une augmentation des événements de petite et moyenne taille, il y a une récurrence dans ces événements. Dans les entreprises, en interne ou pour le business, c'est des événements plutôt annuels de grande taille, on va dire, enfin grande taille 150 jusqu'à 600 personnes. Et par contre, interne, propre équipe, plus régulier, avec quelquefois une connexion avec des bureaux dans divers pays, pour se parler pendant 1 heure ou pour écouter un message d'un président. Mais en tout cas, une récurrence et surtout, les personnes restent après, donc peut-être une journée de plus pour travailler le matin, puis après être en loisir l'après-midi ou le week-end, par exemple. Et ça, on l'avait vraiment, c'était anecdotique avant la Covid, et aujourd'hui, c'est vraiment récurrent. C'est quelque chose, et je sais, et c'est ce qu'on rejoint pour dire pour les acheteurs, je pense que c'est difficile à toucher, parce qu'effectivement, ça peut passer en note de frais, ou ne pas se voir d'ailleurs, et ça peut rentrer dans une politique de MICE plus globale, mais c'est difficile à toucher. Et ce que je voulais dire aussi pour les acheteurs, c'est que le MICE, c'est assez... chaque événement MICE est presque différent, et les acheteurs font face aussi à l'inflation, bien sûr, que nous avons, et à la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on réunit ces équipes, quand c'est pas juste pour un lancement de produit, pour réunir ses prestataires ou ses fournisseurs, peu importe, le thème de la réunion est très important. Et donc aujourd'hui, nos hôtels essayent de se réinventer aussi, ou alors les clients font appel à des agences ou des organisateurs pour créer ce team building, pour créer un incentive ou quelque chose en équipe. Et les acheteurs, il ne faut pas avoir peur de ça en fait, c'est normal, ils ne sont pas là que pour se faire plaisir, c'est vraiment pour créer ce que tu disais ce matin. Avant, on se voyait à la machine à café ou la pause club, ça n'existe quasiment plus, et encore plus dans une nouvelle génération où leur première question quand on les recrute, c'est quelle est votre politique de télétravail. Mais de toute façon, les gens commencent à travailler complètement différemment. Donc oui, pour une politique achat, après c'est difficile à mon avis, il faut être ouvert et ne pas hésiter à discuter avec à la fois ceux qui organisent ces événements-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin, et après avec les prestataires, fournisseurs, qui peuvent aujourd'hui, sont moins classiques et moins fermés que ce qu'on a connu. Mais dans la négociation, moi j'ai beaucoup aimé tout à l'heure ton intervention qui disait oui, on a mangé une feuille de salade et on a bu de l'eau. Oui, parce que bon, ça a quand même un coût. Il y a des choses qu'on peut négocier, mais il y a d'autres choses où on ne peut pas. Il faut être réaliste. Et tout à l'heure aussi, on va dire la réalité, c'est-à-dire, moi par exemple dans nos marques, on va de l'économique jusqu'au luxe. Donc non, on ne peut pas avoir le Royal Monceau au prix de l'Ibis Cambronne. C'est pas possible. C'est aussi notre rôle de dire la vérité et de dire non, à ce moment-là, c'est pas possible. Alors justement, Arnaud, quand on a préparé, tu nous parlais effectivement de repositionnement du rôle de l'acheteur. Est-ce que tu peux... quelle est ta vision là-dessus? Quand on commence à échanger avec un acheteur, on se rend compte que très souvent, il faut drôlement creuser pour comprendre qu'est-ce qu'il dépense réellement. C'est-à-dire qu'on part d'une idée de budget, peut-être qu'il dépense X euros, et quand on gratte, en fait, il y a ci, il y a ça. Donc il y a une très mauvaise connaissance, en tout cas, toutes les boîtes dépendent, mais en tout cas, toutes les boîtes ne connaissent pas réellement la pleine dépense du MICE, et on a besoin de vraiment bien creuser pour comprendre. Alors que pourtant, à ce moment où le MICE devient de plus en plus important, ça peut être passionnant de rentrer dans quels sont les déplacements des collaborateurs, où est-ce qu'ils vont, combien ils sont, avec quelle récurrence, quelle typologie, qu'est-ce qui marche. Ça peut vraiment, je pense, tu parlais des RH tout à l'heure, ça peut vraiment venir nourrir des réflexions RH. Enfin, en tout cas, on a la conviction que la culture événementielle
va venir être un vrai reflet de la culture d'entreprise. Et donc, toutes ces informations-là, elles doivent être très sérieusement partagées avec les RH et avec la direction générale, qui doit comprendre que ce n'est pas une petite catégorie, que c'est une catégorie qui devient très importante. On parlait de réduction de surface de bureau. D'une manière ou d'une autre, le bureau ne va pas disparaître, l'événementiel est plus important. Donc il faut impérativement que toute cette valeur-là et que tous ces événements-là, on comprenne ce qui se passe et qu'on puisse l'impacter. Et que, en fait, tu disais tout à l'heure que ce n'était pas officiel qu'il y ait plus d'événements. En fait, il faut l'assumer. À un moment donné, il faut assumer de dire en fait, l'événementiel devient important pour les boîtes. Il faut que les acheteurs sachent qu'est-ce qui se passe et qu'on se saisisse pleinement du sujet. Ouais, j'aime bien ce terme de saisir du sujet. Je pense qu'effectivement, le sujet, il est là, il prend de l'ampleur, il faut essayer de le comprendre et effectivement intégrer ça dans sa gestion au quotidien. Alors j'ai envie de vous poser justement cette question. Vous, comment vous qualifieriez votre achat, en fait, votre gestion des achats MICE dans votre entreprise avec un mot? Ça m'intéresse. Voilà. Est-ce que c'est soyez créatifs. On est dans l'événementiel. Est-ce que vous la qualifierez votre politique? Maîtriser, pas maîtriser, consolider. On voit le nombre de participants. On vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Approximative. Non, pas beaucoup de... Ah, ça y est, ça bouge. Bon, voilà. Ok. On se rejoint a priori sur ce que vous dites, effectivement, aléatoire, en évolution, nouvelle, pas 100% maîtrisée, non exhaustive, approximative, absence de KPI. Alors j'aime bien cette notion de KPI, je ne sais pas qui a noté ça, parce que la question qui se pose souvent sur l'événementiel, mais je suppose sur les achats de manière générale, c'est le retour sur investissement en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça a toujours été un sujet dans l'événementiel, hein, comment on mesure finalement le retour. J'ai investi tant dans un événement et comment je mesure le retour. Alors le retour, on le mesure par des questionnaires d'évaluation, on va dire ça c'est le plus basique, mais quel va être l'impact et c'est vrai, et c'est pour ça qu'on parlait du nouveau rôle de l'acheteur en lien justement avec l'écosystème. Est-ce qu'on peut se poser la question, hein, la personne à laquelle je fais référence dans cette entreprise me disait nous on est en train de réfléchir avec les achats, de se dire quand on organise un événement avec les collaborateurs, et derrière on va mesurer en fait l'engagement, on va regarder le taux de rétention qu'on a, est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il baisse, etc. Vous voyez, ça c'est des KPI très intéressants. On n'est plus que sur des KPI là d'achat. Effectivement, j'ai investi tant, d'accord, mais qu'est-ce que ça me rapporte et quel est l'enjeu en fait derrière. Donc ça c'est intéressant. Alors justement, je crois que tu as aussi abordé le sujet un petit peu tout à l'heure, et quand on a discuté et préparé cette table ronde, on a eu un débat entre nous, donc on va vous le livrer. Donc il semblerait effectivement que les entreprises aussi, hein, c'est l'échange qu'on a eu avec toi Cécile, veulent toujours plus, mais avec le même budget. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de le Royal Monceau, effectivement on ne peut pas l'avoir à 2 francs 6 sous, hein, donc voilà.
Et donc tu disais, effectivement, on veut toujours plus avec moins, avec des conditions ultra flexibles, ultra souples, etc. Et puis toi, Cécile, tu disais, oui, mais ça c'est normal. Voilà, donc voilà, je vous livre le débat. Arnaud avait son opinion aussi là-dessus. Peut-être Cécile, tu peux démarrer, peut-être nous expliquer un petit peu pourquoi, d'un point de vue justement de l'hôtelier, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible en fait. Je voulais rebondir déjà sur les conditions générales de vente, parce que c'est vrai qu'on est post-Covid, mais le Covid est loin. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on a des demandes pour avoir le même genre de conditions générales de vente qu'on a eu en 2021 jusqu'à 2022. Aujourd'hui, quand même, ce n'est plus lieu d'être. Et en fait, moi, j'ai une recommandation aussi, c'est que quelquefois, on a des acheteurs qui voudraient des conditions générales de vente identiques sur une année. On fait un contrat cadre, on est tranquille, etc. Et je sais que c'est du boulot, mais quelquefois c'est plus facile à négocier au cas par cas en fonction de la période, en fonction du taux d'occupation de l'hôtel, au moment où quand on interroge l'hôtel, etc. C'est plus facile de négocier pour chaque événement, bien sûr, je parle de moyenne et grande taille. Pour les petites tailles, on peut effectivement négocier sur l'année. En tout cas, voilà, les conditions post-Covid, j'annule sans frais, je reporte sans frais, même si j'annule la veille, c'est quand même délicat. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais le faire, mais aujourd'hui, sur les hôtels, ils ne l'entendent plus. Par rapport à ce qui s'est passé sur les émeutes, ça peut arriver, une annulation du concert de Mylène Farmer, par exemple, oui, on va le reporter, voilà, donc là, sur ce type d'événement, pourquoi pas. Donc oui, sur la question. Pardon, justement, tu disais effectivement tu ressentais en fait une demande, ce que tu disais, qui est sur les prix aussi, qui était assez... Alors, l'inflation, elle est là, tout le monde le sait, tout le monde le vit. Et c'est vrai que nous, on a vu au niveau des budgets, soit les budgets n'ont pas évolué, ou n'évoluent pas, ce qu'on peut entendre. Mais dans ce cas, il faut accepter aussi qu'en face, je reprends mon exemple, on n'est pas la même offre. Vous organisez avant chez Pullman. Bon, Pullman, l'inflation est passée. Pullman a une position aujourd'hui. Il y a des coûts, donc il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Peut-être accepter de descendre de gamme. Donc chez nous, on peut descendre chez Novotel, chez Mercure. Des choses très bien qui sont aussi. Donc voilà, il faut l'accepter en fait. Il faut savoir écouter et aussi tenter. Essayer, quelquefois on entend beaucoup, oui, non mais moi j'ai l'habitude. Oui, mais justement, ne pas avoir peur de changer. Et après, bien sûr, ne pas accepter, je suis d'accord, il y a des choses qui se font où je suis consciente. Nous, on essaye de bien accompagner nos hôtels aussi là-dessus. Il ne faut pas non plus abuser. Mais oui, les budgets ont changé et c'est la difficulté, ce qu'on disait, de toucher le budget MICE. Est très difficile, et en particulier sur les petits événements. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est en discussion avec eux, ah oui, non mais là, j'aurais bien aimé mettre que ça. Oui, alors qu'est-ce que vous voulez dedans? Si dedans, à un moment donné, on ne peut pas augmenter le budget, il faut accepter d'enlever quelque chose. Et il y a des solutions aujourd'hui. Par exemple, je pense que les hôteliers se sont quand même réinventés, que ce soit dans la partie F&B aussi. Ça aussi, on avait une consommation différente, on est moins classique. Donc même si après, on en parlera tout à l'heure, il y a la RSE qui rentre dedans, mais il y a des choses plus simples. En fait, il n'est pas obligé, quand on réunit nos équipes, plus souvent, de faire un déjeuner assez strict ou un buffet. Non, il faut être ouvert aujourd'hui sur écouter les hôteliers, ce qu'ils peuvent aussi vous proposer comme concept, qui peuvent être du coup sur un autre budget ou un budget tout inclus. Ok. Alors toi, Cécile, tu nous disais, non, moi, moi je comprends. Nous, on veut plus et on ne veut pas payer plus cher et on veut des conditions souples, donc tu vas nous en parler. Et pour rebondir, je voudrais que tu nous parles de ça, mais que tu nous parles aussi et ça rejoint un petit, pour le coup vous êtes d'accord là-dessus, c'est la quête de sens en fait. C'est-à-dire qu'un événement aujourd'hui, bien sûr, il y a le lieu, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement je veux avoir le Royal Monceau à un prix en fait qui n'est pas possible, ou est-ce que j'accepte d'aller ailleurs? Et là, aujourd'hui, et c'est ce que tu disais, tu vas nous en parler sur la quête de sens, c'est-à-dire que les événements, la réflexion à avoir sur un événement, sur son contenu, le contenu de l'événement, finalement, qui est presque plus important aujourd'hui que le lieu en lui-même. Oui, alors sur le volet effectivement budget, maîtrise des budgets et difficulté de maîtriser les budgets, donc vu de l'interne effectivement pour la plupart des événements on a un budget défini à l'année avec un budget par événement pour nos plus gros événements. Donc effectivement côté ce qu'on appelle business, les
détenteurs des budgets, marketing essentiellement, ou les ventes, il est impossible de dépasser le budget. Donc il faut vraiment faire avec. Donc effectivement, moi et mon équipe en tant qu'opérationnel, on est entre les fournisseurs et nos donneurs d'ordre internes. Et donc nous, on connaît le marché, l'évolution du marché, et donc on essaye d'expliquer pourquoi le budget peut avoir tendance à être supérieur à l'année dernière, etc. Mais c'est extrêmement difficile, puisque côté business, marketing, vente, il y a un objectif et il faut le remplir, et peu importe les conditions. Et au-delà, Cécile disait qu'il y avait possibilité d'offrir d'autres prestations, d'envisager d'autres prestations déjà avec les fournisseurs. Et c'est vrai c'est très important de pouvoir le faire, parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire vu de l'interne? Ça veut dire que si on ne peut pas jouer sur les prestations et que le budget prestataire augmente, il va falloir jouer sur d'autres paramètres, qui est le nombre de participants invités. Or ça, côté marketing, enfin côté donneur d'ordre, si on est obligé de baisser le nombre de participants par rapport à leurs objectifs, c'est un vrai déficit, puisque ça veut dire qu'on touche moins de monde avec justement le contenu de l'événement, et donc c'est un vrai problème. Donc c'est une équation effectivement qui est compliquée, et pour laquelle ça demande beaucoup de dialogue et d'explication, beaucoup de pédagogie en interne pour expliquer un petit peu le marché à des personnes dont c'est pas le métier. Et après, pour rejoindre ce que disait Cécile, effectivement, on arrive à travailler un petit peu sur les prestations. Donc, dans l'industrie pharma, il y a beaucoup d'habitudes qui existent avec le 3 plats, dessert, repas assis, etc. Donc, faire bouger, c'est un petit peu compliqué par moment. C'est peut-être plus simple pour l'interne, effectivement, parce que voilà, les collaborateurs sont un peu plus flexibles par rapport à ça. Donc ce qu'on peut être amené à faire, et ce qu'on a fait par exemple cette année, c'est que parfois on va revoir le format et ça va durer un peu moins longtemps. Donc ça c'est pas forcément une nuit en moins, mais peut-être un repas en moins, et ça peut du coup permettre de rentrer dans le budget. Et après aussi l'autre élément qui pousse à l'inverse dans le fait qu'on en veut plus pour les mêmes budgets, c'est que entre-temps, on en veut plus, notamment des paramètres de RSE, donc qui ne sont pas toujours compatibles avec des budgets moins importants. Et donc aujourd'hui, c'est aussi une constante qu'on met dans nos briefs événements, pour lesquels on veut... alors parfois ça peut avoir tendance à faire baisser le budget. Par exemple, si on demande un repas végétarien sur l'événement, ça peut peut-être faire baisser, mais en même temps, à l'inverse, vouloir une gestion des déchets, des choses à récupérer, ça peut avoir tendance plutôt à faire augmenter le budget. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de paramètres sur lesquels intervenir, et ça demande pas mal de temps effectivement, et plus en tout cas que c'était un peu plus simple avant ces effets-là. Pardon, commentaire, vas-y. Ce qui est certain, et vous l'avez beaucoup dit, c'est que la hausse des prix, ou en tout cas les prix élevés, ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, que la demande elle est forte, et ça on ne pourra pas le changer, que la demande loisir elle est aussi très forte. Donc toute la partie business est impactée par la forte demande, et les stocks sont impactés par ça. Donc il faut faire avec cet état de fait. Et donc, en tout cas, notre position, c'est de dire qu'il faut être transparent sur ce qu'on propose et sur ce qu'on peut prendre, pour après potentiellement faire tout ce que vous avez dit. Si on peut comparer, pour une donner plusieurs propositions, peut-être faire des choix, comme retirer, comme tu disais, un repas, ou ajuster la demande. Donc l'idée, c'est d'être très très clair sur les options qui nous sont offertes, sur est-ce qu'on est prêt à dépenser un petit peu plus, ou est-ce que c'est vraiment bloqué. Pour les petits événements, en fait, on se rend compte que souvent, ils ne sont pas prêts à avoir un événement plus petit ou moins sympa. Donc, très souvent, le budget il va augmenter. C'est juste qu'il n'est pas encore constaté aujourd'hui dans les entreprises, mais ça va arriver. Mais en tout cas, ce qu'on pense être important, c'est de donner le maximum de visibilité, de transparence, de compréhension sur toutes les options qui nous sont offertes. Et comme ça, on choisit avec tous les éléments et une véritable lucidité sur qu'est-ce qui va se passer, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et ne pas se retrouver, en fait, on veut toujours faire la même chose que dernière. En fait, essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a dessous, quelles sont les prestations, pourquoi, comment. Et ça permet, en tout cas, quand on choisit quelque chose, de le choisir pour des bonnes raisons.
Alors justement, peut-être le dernier sujet qu'on va aborder, à cela s'ajoutent bientôt les grands événements. Hein. On a la Coupe du Monde de rugby, l'année prochaine les Jeux Olympiques. Donc on a un marché qui est tendu, hein, on l'a vu, avec une inflation qui est là, avec aussi une capacité de lieux hôteliers qui escalait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quand même des arrêts de construction hein, pendant la pandémie, etc. Donc aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on parle d'un marché de vendeurs. Puisque effectivement, voilà, il n'y a pas de lieu, hein, on ne peut pas aller au-delà. Et donc, j'ai envie de vous demander aussi justement quels conseils là-dessus, parce que c'est pareil, on parle beaucoup au niveau des achats sur la partie événementielle d'anticipation et justement on parlait du rôle des acheteurs tout à l'heure. Quel est le rôle de l'acheteur justement sur ces grands sujets qui arrivent? Peut-être tu me parlais d'un exemple tout à l'heure qui était intéressant. Effectivement, tout ça va venir rajouter de la complexité hein, sur un marché qui est déjà assez tendu. Là, la Coupe du Monde, l'année prochaine, les Jeux Olympiques, et c'est maintenant que ça se prépare en fait. Alors la Coupe du Monde de rugby, c'est déjà trop tard, hein, c'est maintenant, mais les Jeux Olympiques, c'est demain. Et pour autant, c'était la discussion qu'on avait, on n'a pas le sentiment, alors peut-être Cécile, tu nous parleras comment ça se passe chez toi, mais que finalement on reste un peu pareil et puis on continue à travailler de la même manière, sans grande anticipation, et du coup en fait on rencontre les mêmes problématiques et de tarifs et de disponibilité, etc. Peut-être tu peux nous en parler, parce que je crois que tu as vraiment ton avis sur la question, déjà sur la Coupe du Monde de rugby. Oui, alors, c'est vrai que sur la Coupe du Monde de rugby, on en a quand même beaucoup parlé en France, c'est que là, on a des demandes qui tombent maintenant, et les gens sont assez surpris des tarifs et des conditions, surtout sur des jours de match. Ils me disent non, mais moi, ça n'a aucun rapport avec la Coupe du Monde de rugby. J'ai dit oui, mais malheureusement, on est très contraints. Donc, sur ces périodes-là, j'aurais tendance à dire que ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde de rugby, soit il faut accepter de ne pas être dans l'hôtel où on a l'habitude, parce que c'est vrai que contrairement à il y a quelques années, vous étiez client habitué, vous avez l'habitude, donc c'était un peu plus cher, mais on était plutôt sur des tarifs salon classiques. Là, on passe quand même du tout à x10, ça peut être x10, enfin, c'est de la folie, je ne cautionne pas forcément, mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Et alors, sur les conditions générales de vente, c'est même si vous venez pas pour la Coupe du Monde de rugby, c'est 100%, et très difficile, surtout là où c'est au mois de septembre. Donc, j'aurais tendance à conseiller soit d'appeler... soit vous appelez l'hôtel, soit vous appelez nous chez nous s'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous au niveau du groupe Accor. Nous, on peut conseiller, on a la liste des hôtels qui sont pleins, j'aurais tendance à dire, et d'autres qui ont plein d'autres possibilités qui sont un peu plus ouvertes. Après, pour les Jeux Olympiques, c'est un peu pareil, parce que là, la demande hôtelière est encore plus forte que pour la Coupe du Monde de rugby, et surtout, elle est linéaire. Et là, c'est assez compliqué. Déjà, sur certaines grandes villes, dont Paris, je pense que ce sera compliqué de circuler. Mais quand on voit, nous, on loge aussi la sécurité, en fait, les CRS pour la sécurité, et on a fait tout le planning, et c'est quand même de la folie. Et même pour eux, en fait, les conditions de vente sont très strictes. Donc, qui, eux, sont quand même amenés à bouger, à évoluer. Donc, c'est vrai que les hôtels, aujourd'hui, en tout cas pour les hôtels ou les lieux qu'on a chez nous, sont beaucoup plus stricts que ce qu'ils ont pu être, même sur une Coupe du Monde de rugby en 2006, je crois que c'était 2006, ou la Coupe du Monde de football avant. Je dirais que les hôteliers sont très day-to-day, ce qu'ils n'étaient pas avant. Avant, ils pensaient plus stratégie sur du long terme. Là, on est vraiment quand même sur une rentabilité qui est tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile pour négocier. Donc après, à voir, mais effectivement, alors, on a des hôtels, notamment sur les JO. Là, aujourd'hui, on commence à recevoir des demandes de sociétés qui reçoivent dans le cadre des JO. Donc là, on a une liste d'hôtels qui ne sont pas partenaires officiels avec les Jeux Olympiques et où c'est un peu plus facile, mais ça reste effectivement quand même tendu. Alors Cécile, vous anticipez tout ça, vous Alors on a une anticipation, alors que moi je trouvais assez important, mais en discutant ce matin avec certains d'entre vous, je me suis rendu compte que finalement pas tant que ça. Nos plus gros événements, on les anticipe en gros d'une année sur l'autre, donc à un an. Donc là, on commence à peine en fait à anticiper, à s'occuper de nos événements de l'été prochain. Et ça, ce sont pour les plus gros. C'est vrai que pour les plus petits événements, ça va être plutôt du 3 mois avant, donc certainement qu'on risque de se retrouver contraint par les
l'actualité, les grands événements qui ont lieu à ce moment-là. Voilà. D'une manière générale, en tout cas, on attend, donc on travaille avec des agences événementielles pour nous accompagner, et c'est vrai qu'on compte beaucoup sur elles pour être conseil, en tout cas, et à la fois nous alerter, nous pousser à anticiper et à commencer l'organisation d'événements très en avance, et aussi pour nous aiguiller sur des destinations alternatives, le cas échéant, si besoin. Arnaud, vous voyez déjà cette anticipation ou pas du tout? Vous commencez à voir l'impact des jeux, etc. et du coup des clients qui anticipent ou pas du tout? Alors, on en a certains qui commencent à s'inquiéter pour les JO, mais ce qui est certain, c'est que tous ces phénomènes d'événements gigantesques, ils vont faire que renforcer cette situation qui est déjà tendue. Donc, quand c'est un événement comme la Coupe du Monde de rugby, complètement avec ce que tu dis, aligné avec ce que tu disais Cécile, c'est qu'il faut comparer pour ne pas être dans la zone qui est hors de prix. Là, il n'y a pas d'autre solution. Et en comparant, on va pouvoir éviter d'être pile poil dans la zone géographique où en fait ça ne marche pas parce que juste mathématiquement parlant, si la chambre, comme tu dis, elle fait x10, c'est un peu dommage. Et pour les Jeux Olympiques, on est certain qu'il n'y aura pas de chambre disponible. Donc heureusement, la saisonnalité des séminaires résidentiels ne se passe pas sur le mois de juillet-août, en tout cas ce qu'on observe. Donc c'est pas une période, donc on risque de pas trop casser le marché du séminaire résidentiel, qui est un très gros marché pour le séminaire. Et malgré tout, il y a quand même des groupes qui vont pouvoir se réunir. Il y a quand même, et donc il y aura, en tout cas si ça se passe à Paris, ou même dans les villes où il y a des événements, c'est certain que ça va coûter une fortune. Pas d'autre solution. Soit il faudra faire avant, faire après, mais quoi qu'il arrive, les entreprises vont reporter leurs dates. Donc il faut s'attendre à ce que ça coûte cher pendant cette période-là. Et en fait, certainement qu'il y en a beaucoup d'autres boîtes qui vont décaler, faire un peu. Donc je pense qu'on ne pourra pas beaucoup échapper à ce phénomène. Alors après, je pense qu'il y a aussi les entreprises qui vont profiter de ces périodes-là, parce que nous, on voit ça, on commence à recevoir des briefs d'entreprises qui veulent organiser des choses dans le cadre des Jeux Olympiques, parce qu'ils ont... donc là, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, c'est maintenant que ça se passe. On parlait des chambres, mais c'est pareil sur les vols, sur les transports, etc. Et donc là, cette notion d'anticipation, pour mieux, on va dire, acheter et avoir quelque chose de plus quali, c'est maintenant. On est on time, c'est parfait. Donc je vais peut-être vous donner la parole sur un petit mot de la fin et puis des questions si vous en avez. Puis on terminera comme ça notre session. Petit mot de la fin. Alors, on va commencer par les questions. Parfait, tu as raison. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Oui. Une question qui s'adresse aux acheteurs de la salle. Je trouve que le panel de mots-clés qu'on a vu sur l'écran est tout de même un petit peu révélateur du fait qu'il n'y a pas de ligne conductrice de la politique d'achat Miles. Est-ce qu'il y a une volonté au sein des entreprises, en termes d'objectifs véritables, de mettre des critères, d'avoir donc une politique bien claire, d'harmonisation des coûts, ou vous allez continuer comme ça à naviguer à vue? Est-ce que... Qu'en pensez-vous? En fait, tout le monde est acheteur dans une entreprise, et on en parlait tout à l'heure, surtout les assistantes. Les assistantes adorent organiser les événements. Donc effectivement, les petits événements de certaines équipes nous échappent un peu. Les gros événements, on va vers l'acheteur. Effectivement, la volonté des entreprises, c'est de rationaliser. Mais un acheteur comme moi, qui n'est pas spécialisé événements et qui fait d'autres achats, on n'a pas toujours le temps. Donc finalement, à moins de mettre en place des process, ce que je vais faire prochainement, et de faire rentrer les assistants dans un process, ça nous échappe. Mais évidemment, il y a le contrôle, surtout notre direction, pour revenir au coût, elles ne comprennent pas que ça coûte 20% plus cher qu'il y a 4 ans.
C'est tout le sujet. Et en fait, ils n'ont pas prévu ce budget-là. Effectivement, C'est nous, Cécile. on fait pas d'économie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est obligé de revenir avec un coût par personne en disant bah, maintenant, c'est les nouveaux prix. On ne peut pas... voilà. Et il y a une autre difficulté que j'ai, et il y a des agences que j'ai consultées sur des sujets, c'est que sur les grands événements, où j'ai besoin d'amphithéâtre pour 900 personnes, 600 personnes sur une semaine, avec des salles. Il y a tellement peu de salles à Paris qu'en fait le prix, c'est pas nous qui le faisons, c'est le marché. Tout à fait. Donc on veut bien rationaliser, on veut bien contrôler, mais on n'a pas la main. Enfin, je ne sais pas ce que disent les autres acheteurs. Mais... Oui, effectivement, déjà il faut qu'il y ait une volonté de la direction de vouloir faire un focus sur ce type d'achat. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et effectivement, on se rend compte que... moi, je ne suis pas que sur Paris, mais j'ai l'impression que c'est très parisien. Moi, je suis aussi sur Grenoble et je gère le site de Genève. Et le problème est le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu. Dès qu'il peut y avoir 2 ou 3 événements en même temps, là, les prix... Donc en fait, effectivement, je pense que nous, acheteurs, ce qu'on doit amener, c'est pas seulement le prix, mais c'est aussi peut-être des lieux, des dates, vraiment mieux connaître le marché. Donc c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs ici, c'est qu'on entend beaucoup de choses sur le marché. Le marché est tendu. Et en fait, il faut qu'on trouve des prestataires qui sachent nous apporter cette connaissance-là, aller chercher la connaissance du marché, et puis après nous l'emmener dans nos entreprises et aller au-delà de l'achat pur d'événements. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait en fait. Il y a pas, c'est au-delà de l'achat, on va dire, pur. Tout à fait. C'est intéressant. Ok, merci pour vos témoignages. On passe le temps, un petit mot de la fin, chacun. Oui, alors juste peut-être pour revenir sur une notion qu'on a mentionnée, tu parlais de contenu, de ne pas oublier les objectifs. Effectivement, je n'ai pas rebondi forcément là-dessus, mais c'est vrai que dans cette question d'anticipation et de difficulté d'anticipation face aux gros événements, mais même d'une manière générale, dans mon entreprise par exemple, notamment, alors c'est plus vrai pour les événements internes, on a assez tendance à se dire, bon, de toute façon, si on ne trouve pas de lieu, on fera l'événement en interne, on a un auditorium avec 50 places, 60 places, on trouvera une solution. Et en fait, ça, à mon sens, c'est un peu le risque, parce que oui, ça peut être une solution, mais dans ces cas-là, je crois que quelqu'un en parlait ce matin, ça veut dire qu'on a des collaborateurs aussi qui font autre chose, qui vont sortir pour prendre des appels, qui vont regarder leur PC, etc. Et en tout cas, ça n'offre pas la même expérience que quand on emmène toute une équipe à l'extérieur, au vert ou ailleurs. Voilà. Donc à mon sens, il faut être vigilant et trouver le bon équilibre entre l'anticipation et bien avoir en tête l'expérience qu'on veut délivrer aux participants de ces événements. Cécile. Alors moi je suis très positive sur le MAIS. J'ai fait d'autres segments aussi, mais je crois que le MAIS c'est celui qui apporte le plus. Et là, je suis assez contente de voir que les entreprises s'en rendent compte aussi. C'est l'évolution du marché et de la consommation, mais c'est quand même quelque chose qui va perdurer. On a la chance d'avoir de très beaux lieux, pas que chez Accor, en France, déjà en Europe. Enfin voilà, c'est important. Et j'entends bien aussi la problématique de l'acheteur. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut parler, en fait. On peut échanger ensemble. Je rejoins un mot qu'a dit Arnaud tout à l'heure, c'est la transparence. Aujourd'hui, on peut se poser, on peut trouver des solutions. On peut trouver des solutions entre le client, le fournisseur, l'intermédiaire. Il y a des choses à faire et on a la chance, je pense aussi, d'être dans un pays où on peut le faire. Et ça peut aider l'acheteur aussi sur cette partie MAIS qui est compliquée. Parce que c'est vrai que les assistantes, on les connaît bien. Et elles ont leurs petites habitudes, elles adorent faire ça. C'est un peu, elles font mieux que nous d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, c'est valorisant. Et c'est vrai qu'elles le font bien. Mais il y a des choses à faire aussi avec les assistantes. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Acta Media l'année dernière et il y a des choses à faire. Mais c'est vrai que n'hésitons pas à nous parler, nous aussi, entre nous. Merci. Arnaud, le mot de la fin.
La question que vous avez posée de est-ce que les entreprises elles veulent le faire et la réponse que vous avez apportée, ça résume un peu tout ce sujet. Il faut que les entreprises s'en saisissent, qu'elles attrapent ce sujet à pleine main. Il faut comprendre que c'est vraiment important parce que ça n'était pas considéré jusqu'alors. Et après, il faut effectivement construire l'écosystème pour que les personnes qui sont les réservataires, tous ces acheteurs, ils aient vraiment envie de passer par le système que vous mettez en place. Parce que si elles ne sont pas emballées par l'outil ou le mode de fonctionnement et que c'est une contrainte ou que c'est moins bien que ce qu'elles avaient avant, ça ne marchera pas. Donc il faut réussir à trouver le mode de fonctionnement pour qu'on puisse créer quelque chose de pérenne et qui puisse apporter tous les bénéfices qu'on a évoqués. Mais effectivement, il faut que dans le delivery de tous les événements, que ça se passe comme au moins aussi bien que ce que ça va. Eh bien merci, voilà, on a tenu dans les temps. Je vous remercie pour votre participation et puis on se croise tout à l'heure.